On termine cette édition avec l'actualité des cryptos qui est présentée aujourd'hui par Salomé Tiblou-Gallas. Bonjour, vous êtes consultante blockchain partners chez KPMG et on va commencer avec quelques chiffres ensemble puisqu'il y a l'étude Web3 en France et en Europe qui a été publiée par l'ADAN. Qu'en est-il aujourd'hui de l'adoption de ces technologies ? Alors tout à fait, donc c'est la 3e année consécutive qu'on est mandaté par l'ADAN, donc qui représente les acteurs Web3 en France et en Europe, pour mener cette étude sur l'adoption des cryptoactifs, qu'on fait également en partenariat avec l'institut de sondage Ipsos. Donc c'est important de le préciser, parce que c'est ça qui nous permet d'avoir une méthodologie vraiment robuste, avec un panel de 2000 répondants en France et 1000 répondants dans les pays européens interrogés. Et donc, où en est l'adoption aujourd'hui ? On a une adoption qui progresse, malgré une année 2023 un peu compliquée, puisque autant du côté des cryptos, on a eu des valorisations des cours qui étaient assez bas par rapport à ces plus hauts historiques. Et du côté conditions financières plus traditionnelles, on a un retour de l'inflation et on a une remontée des taux d'intérêt. Donc, malgré ces conditions-là, qui ne sont peut-être pas les meilleures conditions pour investir en cryptoactifs, eh ben, on a une adoption qui est passée de 9,4 à 12%. Donc, c'est plus de 30% par rapport à l'année dernière. Et donc, on a un Français sur 8 aujourd'hui qui détient des cryptoactifs. Et qui est âgé de, en moyenne ? C'est ça qui est aussi important de noter, c'est qu'on a une tendance générationnelle qui est assez forte et qui se renforce d'année en année, puisqu'on a 57% des détenteurs qui ont moins de 35 ans. Et chiffre encore plus marquant, on a un quart des détenteurs des moins de 35 ans qui détiennent des cryptos aujourd'hui. Donc voilà. Alors, le profil donc, de l'investisseur, donc a priori, il a plutôt moins de 35 ans. Et quoi ? A priori, c'est un homme aussi qui investit traditionnellement en bourse ? Oui, alors, en effet... Est-ce qu'on reste sur le profil traditionnel, finalement, de l'investisseur ? On reste sur un profil assez traditionnel. Peut-être qu'en termes d'âge, on a un profil plus jeune. Mais en effet, les personnes qui investissent en cryptoactifs ont une propension plus élevée à également détenir des actions traditionnelles. On a effectivement aussi une surreprésentation des hommes, puisqu'on a 70% des détenteurs qui sont des hommes. C'était 60% l'année dernière. Ça s'explique peut-être par une aversion au risque qui n'est pas exactement pareille et qui se matérialise d'autant plus dans une année comme 2023 où les cours étaient un peu bas et les conditions pas forcément réunies. Par contre, c'est un écart qui s'efface complètement chez les intentionnistes. Donc c'est intéressant de noter ça. Et peut-être un dernier point sur le profil de l'investisseur. La plupart des investisseurs investissent moins de 10% de leur épargne et font environ 1 à 2 transactions par mois. Donc là aussi, on se rend compte que c'est un vrai outil de diversification du portefeuille, au même titre que le sont les actions traditionnelles. Et ce n'est pas forcément un profil de trader qui met l'intégralité de son épargne en cryptoactifs. Et en France, par rapport aux pays voisins en Europe, on se situe comment sur l'adoption du Web3 et des cryptos ? Oui, alors si on compare la France à ses voisins européens, l'année dernière, on avait un certain retard. Et on note cette année que si l'adoption se renforce en France, eh bien, dans les autres pays européens, elle stagne, voire elle baisse, donc ce qui nous permet aussi de rattraper un peu notre retard. On est toujours à 17% d'adoption aux Pays-Bas, 16% au Royaume-Uni, 12% en Allemagne, donc comme en France, et 11% en Italie. Donc voilà, là encore, malgré les conditions de 2023, si ça a un impact un peu négatif sur l'adoption dans les autres pays européens, eh bien, il y a peut-être une conviction plus forte, une tendance générationnelle plus forte en France, puisque les gens continuent à investir et on a aussi de nouveaux investisseurs qui arrivent. Alors, on va changer de sujet, on va s'intéresser au halving du Bitcoin. Alors ça, c'était vraiment la grosse actualité, là, très attendue. Donc, ça consiste à diviser par 2, en fait, la rémunération de ceux qui minent, qui produisent finalement les Bitcoins, c'est ça ? C'est exactement ça. En effet, c'est un peu l'événement qui a attiré l'attention de toute la communauté crypto le week-end dernier. Qu'est-ce que c'est le halving ? Le halving, c'est un mécanisme qui est inscrit dans le protocole informatique de Bitcoin. Donc, ça fait vraiment partie de son ADN depuis la création du Bitcoin et qui, effectivement, induit que à chaque nouveau bloc miné, on va diviser par 2 le nombre de bitcoins mis en circulation et qui se produit... À partir d'une certaine date, oui, c'est ça. Oui, exactement. Qui se produit tous les 210 000 nouveaux blocs minés. Et sachant qu'on a un nouveau bloc toutes les 10 minutes, ça correspond à peu près à tous les 4 ans. D'accord. Et donc là, on est en plein dans ce moment-là. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ce que ça change, c'est
on peut se demander en effet de l'impact que ça va avoir sur la demande, l'impact que ça va avoir sur le prix. Lors de tous les précédents halvings qui ont eu lieu, on a eu une forte augmentation du prix du Bitcoin dans les mois qui ont suivi. En tout cas, on a eu un dépassement de l'ATH, qui est le plus haut niveau historique. Cette année, c'est peut-être un peu différent, puisque pour la première fois, on a eu un pricing par anticipation, c'est-à-dire que le cours du Bitcoin a augmenté. Il était déjà très haut, en fait, c'est ça? Exactement. Il a déjà même dépassé son ATH avant le halving. C'est aussi dû aux demandes d'ETF spot Bitcoin qui ont été acceptées par la SEC au mois de janvier. Faites-nous une traduction là, de ce que vous venez de dire. Oui, bien sûr. On a des gros institutionnels comme des gros asset managers comme BlackRock qui ont fait des demandes pour pouvoir proposer des ETF spot Bitcoin, c'est-à-dire une exposition indirecte au Bitcoin. On va passer par un asset manager au lieu de passer par un exchange, par exemple. Et ces ETF qui étaient attendus depuis assez longtemps ont été acceptés par la Security and Exchange Commission, qui est le régulateur américain. Et le fait d'accepter ces ETF fait que forcément, le BlackRock en question, par exemple, a besoin d'acheter du Bitcoin pour pouvoir proposer ces ETF. Et donc, on va faire porter une demande plus élevée sur le Bitcoin. Donc, nécessairement, avec une demande qui augmente, on a également un prix qui augmente. Et donc, après le halving, vu qu'on a une offre qui diminue, on a 2 fois moins de Bitcoin qui sont mis en circulation. Et bien, nécessairement, par une mécanique d'offre et de demande, on a un prix qui augmente. Merci beaucoup pour vos explications, Salomé Tiblou-Galas, consultante blockchain partner chez KPMG. Merci encore à vous de nous suivre. C'était Smart Tech. Vous nous regardez sur Bismart à la télé, mais aussi en podcast. Vous nous suivez et sur les réseaux sociaux. À très vite pour de nouvelles discussions sur la tech. Bonne journée.